3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, c'est d'un tout nouveau concept que je veux vous parler et il est à classer dans la playlist Overtime. Mon top 100 all-time est terminé, mon délire sur les Frankenstein Players aussi, il est donc grand temps de vous proposer quelque chose de nouveau. Du coup, vous l'avez peut-être remarqué, depuis le confinement, j'essaye de sortir 2 vidéos par semaine. J'ai essayé de prendre un vrai rythme, une vidéo le mercredi, une autre le samedi. Puis en vrai, même si mon boulot d'éducateur à côté a repris et que ça me demande un temps fou, j'aimerais pouvoir vous faire ça le plus longtemps possible. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je détaillerai tous ces éléments qui concernent de très près le futur de ma chaîne dans une vidéo qui probablement devrait sortir samedi. Je travaille depuis très longtemps dessus, alors j'espère que vous serez au rendez-vous, ça me tient vraiment à cœur. Mais bref, revenons à notre sujet du jour. Aussi souvent que je le pourrai, je sortirai une vidéo le mercredi, elles seront toutes consacrées à ce même sujet, le top 6 des meilleurs moments all-time de chaque franchise NBA. J'évoquerai donc toutes les franchises une par une dans l'ordre de leur date de création. Easy jusque-là, mais des moments il y en a eu pour chaque équipe, comment tu vas les choisir? Eh bien je t'avoue qu'à de nombreuses reprises ça a été assez dur, mais au final mes critères sont très simples. Je classerai purement et simplement les 6 moments qui m'ont paru les plus marquants dans l'histoire de chaque franchise étudiée. Il n'y a pas plus de conditions, alors forcément ce sera quelque peu subjectif, mais il n'y a rien qui m'a semblé plus juste. Puis comme ça, c'est toujours aussi easy, non? Ouais, ça me va pas trop mal. Puis le mieux, pour compléter ces 30 vidéos, ce sera de me suivre sur Instagram. Et ouais, parce que quotidiennement, pour chacune des 30 franchises là-bas, je dévoile mes all-time teams. En mode une équipe par semaine. Le lundi, je dévoile le coach, du mardi au samedi, c'est au tour des joueurs du 5 majeur, et le dimanche, à celui des 7 joueurs qui composent le banc. J'en suis déjà à la semaine 5, mais ne vous en faites pas, tout ce que j'ai déjà publié est sauvegardé pour toujours dans mes stories à la une. Ok, je crois que ce mini-clip me fait comprendre qu'il est temps de revenir à nos moutons. Donc comme vous l'avez vu sur la miniature et comme vous l'avez deviné avec le maillot derrière, aujourd'hui on va parler des Celtics, un très gros morceau. Ça n'a absolument pas été simple de ne garder que 6 moments pour cette franchise historique et ça l'a été encore moins de les hiérarchiser. Et pourtant j'ai réussi, donc il est temps de vous dévoiler ce que j'ai fait. C'est parti pour le top 6 all-time des meilleurs moments de l'histoire des Boston Celtics. En numéro 6, je vais vous parler de quelque chose de relativement récent. La création en 2007 du Big Three composé de Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen. Bon, Polo, lui, il était là depuis 1998. À cette époque, le gars est d'ailleurs très vite devenu le leader de la Maison Verte. Sauf que sur ses 9 premières années à Boston, les Seas ont manqué 5 fois les playoffs et n'ont jamais fait mieux que des finales de conférence en 2002. Pour une équipe du standing des Celtics, ce n'est vraiment pas assez. Ah ouais, j'avoue, pour moi, les Celtics, ça doit être des winners à vie. C'est clair, mais peut-on vraiment en vouloir à Paul Pierce? Jamais il n'a eu mieux à ses côtés qu'Antoine Walker pour l'épauler. Et j'ai beau l'aimer le Tonio, il reste un peu léger comme seconde option pour prétendre au sommet. Première fois de ma vie que j'entends dire d'Antoine Walker qu'il est léger. Là-dessus, t'as pas tort, c'est vrai qu'il a passé une bonne partie de sa carrière en surpoids. Heureusement, l'été 2007 allait changer les choses. Après une saison 2006-2007 très décevante, les Celtics doivent réfléchir. Faut dire que cette campagne, conclue avec seulement 24 victoires, représentait la pire de toute l'histoire de la franchise. Les blessures se sont multipliées et les résultats n'ont pas suivi. Doc Rivers, le coach, commençait alors à être vivement critiqué. Seule petite satisfaction, le rookie Rajon Rondo qui par période a pu montrer des choses très intéressantes pour un gamin au poste de meneur de jeu. Sauf que la loterie qui allait suivre allait encore empirer cette période noire. Hashtag loi des séries. Et ouais, quand la malchance est là, il est parfois compliqué de la faire repartir. Alors que des joueurs comme Kevin Durant ou Greg Oden se présentent à la draft 2007, les Celtics n'obtiennent que le 5e choix à la loterie. Autant être direct, ils ne pouvaient pas obtenir pire. Ah ouais, clairement pas cool pour aller de l'avant ça. Ah, tu l'as dit, mais c'est là que rentre en jeu le génie de Danny Ainge, general manager de l'équipe. Le soir de la draft, plutôt que de recruter un nouveau jeune qui ne servira pas à grand chose, le dirigeant décide de récupérer Ray Allen en échange de Delonte West, de Wally Szczerbiak et du 5e choix qui se transformera ensuite en Jeff Green. L'arrière, surnommé alors Jesus, sortait de sa meilleure saison en carrière au scoring à Seattle avec plus de 26 points par match et clairement un premier pion était avancé sur l'échiquier.
Sauf que Ainge n'allait pas s'arrêter là. Alors que Kevin Garnett tournait en rond dans le Minnesota et peinait à passer un cap, le GM imagina un sign and trade en voyant un pack composé autour d'Al Jefferson, Gerald Green et plusieurs tours de draft en échange du big ticket. Boum. L'ailier fort venait de boucler une campagne à plus de 22 points par match tout en ayant terminé meilleur rebondeur de la ligue sur les 4 saisons précédentes. Mais vous voulez savoir en quoi pour moi Danny Ainge a vraiment été génial? C'est simple, le mec a réussi à faire venir Allen et KG pour entourer Pierce tout en conservant Rondo qui intéressait alors beaucoup de monde. Quand on connaît le rôle qu'il aura par la suite, c'est vraiment bien joué. L'effectif est alors quelque peu décimé mais peu importe. Il reste de bons soldats comme Tony Allen et Kendrick Perkins et des vétérans comme Eddie House, James Posey ou même Sam Cassell en fin de saison sont signés pour leur expérience. Les troupes semblent performantes et il est donc grand temps de redresser la barre à Boston. Ah ouais, là c'est autre chose qu'Antoine Walker pour entourer Paul Pierce. Grave, et ça ne déçoit pas, avec 66 victoires sur la saison, Boston termine et de loin avec le meilleur bilan de la NBA. Kevin Garnett réalise une saison de feu, termine 3ème au vote du MVP et est élu meilleur défenseur de l'année. De son côté, Paul Pierce est élu dans la third team, tandis que Ray Allen montre qu'il peut être l'arme ultime pour débloquer les situations compliquées grâce à ses shoots longue distance. En parallèle, le jeune Rajon Rondo continue sa progression et apparaît à la 5ème place du vote pour le MIP. Ce qui est étonnant surtout, c'est comment Doc Rivers a réussi pendant toute la saison à faire évoluer ensemble ces gros joueurs sans expérience commune. Toutes les armes étaient là pour débuter les playoffs. Et là ce n'est pas simple, les Celts ont clairement un statut de favori à défendre et tout le monde veut leur peau. Ils réussissent finalement à sortir les Hawks de Joe Johnson puis les Cavs de LeBron James en 7 matchs à chaque fois avant d'écarter les Pistons en 6. Ouf, c'était chaud mais ça passe. Les Celtics sont donc finalement de retour en finale NBA suite à une absence de 21 ans, soit la plus longue disette de l'histoire de la Maison Verte. En phase 2, les Lakers de Kobe Bryant et du tout fraîchement arrivé Pau Gasol. Ah oui, Lakers-Celtics, une affiche mythique. Ça c'est clair, cette confrontation représentait la 11e finale entre les deux teams. Et dès le match 1, ça part sur les chapeaux de roue. Dans le 3ème quart-temps, Kendrick Perkins tombe sur la jambe de son coéquipier Paul Pierce qui semble avoir le genou défoncé. Dutchus sort alors en fauteuil roulant et ses playoffs semblent d'ores et déjà terminés. Pourtant, quelques minutes après et sous l'ovation des fans du TD Garden, l'ailier revient en jeu. Il met alors 2 shoots consécutifs à longue distance et offre la victoire aux siens. Pas mal non avec un genou en vrac. Sauf que des années plus tard, on apprendra que si Pierce est sorti si précipitamment en simulant une blessure au genou, c'était juste parce qu'il avait une envie pressante d'aller aux chiottes et qu'il n'avait pas trouvé de meilleur moyen de camoufler tout ça. Après cet événement plutôt cocasse et une série très intense, les Celtics réussissent finalement à s'imposer en 6 matchs. Ils remportent ainsi leur premier titre depuis 1986 et croyez-moi, après tant de déboires, celui-là il en a de la valeur. Paul Pierce est élu MVP des finales, notamment grâce à son wheelchair game et l'avenir semble radieux pour la Maison Verte. Malheureusement la suite fut plus compliquée avec une blessure de Kevin Garnett en 2009 puis une défaite en finale en 7 matchs face aux Lakers qui prirent leur revanche en 2010. Mais peu importe, la création de ce Big Three et le titre remporté à peine quelques mois plus tard restera légendaire. Anything is possible comme l'a scandé Kevin Garnett après le match décisif. C'est en tout cas pour tous ces événements que je donne à ce moment la 6ème place de mon classement du jour. Autant dire que dans certaines franchises au passé moins fourni, il aurait été number 1 sans souci. Pour la 5ème place, nous allons revenir loin, très loin, puisque je veux parler de la draft 1956. À cette époque-là, les Celtics n'avaient alors qu'une équipe très moyenne qui n'avait jamais dépassé le stade des finales de conférence. Le duo Bob Cousy-Bill Sharman était déjà très fort, mais sûrement pas assez bien entouré. C'est là que Red Auerbach se débrouille pour organiser un trade et récupérer le 2ème choix de la draft. Le coach des Seas avait des vues sur Bill Russell, qui était un vrai pari tant le jeu offensif à l'époque était primordial. Ceci dit, il était persuadé que ses qualités en défense et au rebond pourraient faire passer les Celtics au level supérieur. Il le choisit donc avec le pick 2, mais ça ne s'arrêta pas là. Avec son territorial pick, il prit Tom Heinsohn avant de sélectionner Casey Jones avec le choix numéro 13. Que des noms légendaires ça! Grave, et surtout des noms qui ont permis de transformer l'équipe. L'identité de la Maison Verte change alors complètement. Les Six deviennent alors une team qui étouffe ses adversaires en défense et le moins que l'on puisse dire c'est que ça fonctionne. Cette année-là, pas moins de 3 joueurs, Tom Heinsohn, Bill Sharman et Bob Cousy sont invités au All-Star Game. Là-bas, ils représentent leur équipe et brillent de mille feux. Le meneur de jeu surnommé Houdini est alors élu MVP de la rencontre mais aussi MVP de la saison. Faut dire également que Boston obtint cette année-là le meilleur bilan de la ligue. Ah ouais, quand même, et Bill Russell dans tout ça? Le mec n'était pas encore la star qu'il est devenu ensuite, mais en même temps normal, il n'était que rookie, et t'inquiète pas, son moment de gloire il l'aura. Mais avant d'en parler, évoquons d'abord
alors les fameux playoffs 1957. Après avoir sweepé les Syracuse Nationals de Dolph Chase, les hommes de Red Auerbach se retrouvent alors en finale NBA face aux St. Louis Hawks du légendaire Bob Pettit. Là, la série est folle et part jusqu'au 7ème match. C'est le moment que Bilou a choisi pour se faire un nom. Le pivot termine la rencontre avec 19 points, 32 rebonds, mais aussi l'une des actions les plus décisives de l'histoire. Dans ce match 7 de folie, les Hawks mènent d'un petit point à 40 secondes du terme. Jack Coleman reçoit alors une longue passe qui lui permet de se retrouver en position ultra favorable pour mettre le lay-up de la victoire. Et oui, il faut se rappeler qu'à une époque où le shoot à 3 points n'existait pas, prendre 3 points d'avance dans le money time était considéré comme un avantage décisif. Sauf qu'à ce moment-là, Russell traverse tout le terrain, puis profite de sa vitesse et de son envergure pour aller mettre un énorme scotch à Jack Coleman. Bob Cousy parle encore de cette action si joliment baptisée Coleman Play comme le moment le plus ouf auquel il ait jamais assisté. Et ouais, 2 blocs, avant 2 blocs, bien avant même, 59 ans avant. Cette action, après une série de lancers francs, permit à Boston de décrocher une première prolongation, puis une deuxième, puis le titre. Cette draft légendaire de 1956 qui a mené les Celtics vers le premier titre de leur histoire mérite donc pour moi amplement la 5ème place de mon top du jour. À la 4ème place de mon classement... Attends, t'as réussi à trouver 4 moments encore plus légendaires que les 2 que tu viens d'évoquer? Et oui, quand je te dis qu'elle est riche l'histoire des Celtics, c'est qu'elle l'est. En numéro 4 donc, voici, comme vous le voyez là-haut, la période où Bill Russell fut coach-joueur. Là, par rapport à la période précédente, on fait un bond d'une dizaine d'années pour se retrouver en 1966. Bill Russell s'est depuis affirmé comme l'un des plus gros winners all-time, on y reviendra plus tard, et alors que Red Auerbach décide d'arrêter de coacher, c'est bien le pivot qui prend sa place, mais sans pour autant abandonner son rôle de joueur. C'est ainsi que Bill Russell devint le premier homme de couleur noire à obtenir un poste de head coach en NBA, une révolution. Sauf que sa première année est difficile. Malgré une excellente saison régulière, les 76ers de Wilt Chamberlain sortent les 6 en finale de conférence. Aïe. Après 8 titres de suite remportés, Boston échoue. Beaucoup pensent alors à une fin de cycle, d'autant plus que Bill Russell a déjà 32 ans. Puis bon, y a pas à bégayer, ça demande d'incroyables efforts de réussir à jouer tout en coachant sa team. La saison suivante semble d'ailleurs se dérouler sur le même scénario. Les Sixers dominent alors la saison régulière et mènent alors 3-1 en finale de conférence dans un contexte très particulier. Oui, Martin Luther King vient d'être assassiné et une bonne partie de l'Amérique du Nord est en deuil. Rapport ou non, mais je pense que oui, vu comment il était engagé politiquement, Bill Russell se transcende après cet incident. Il arrive alors à étouffer complètement Wilt Chamberlain défensivement et Boston obtient un match 7. Dans les dernières secondes de cette rencontre ultime, Russell décide alors de passer la gonfle à son coéquipier Sam Jones qui rentre le tir de la victoire et qualifie sa team pour la finale. Cette finale NBA est alors beaucoup plus facilement remportée face aux Lakers en 6 matchs et Bilou remporte par la même occasion son premier titre en tant que joueur-coach. Sauf que l'année qui suit s'annonce plus compliquée. Avec l'assassinat de Martin Luther King, Russell s'engage alors plus profondément en politique et parallèlement il subit des soucis personnels. Avec moins d'investissement de la part de leur superstar, les Celtics galèrent en saison, mais réussissent tout de même à atteindre la finale NBA profitant du fait que désormais Wilt Chamberlain a rejoint les Lakers. Avec lui, les Californiens de leur côté réussissent à nouveau à atteindre la finale et comptent vraiment prendre leur revanche. Jerry West réalise alors un chantier. À domicile, il score 53 puis 41 points et les Lakers mènent par 2 victoires à 0. Changement de cap donc pour Russell qui sur les matchs suivants ordonne à ses joueurs de faire systématiquement prise à 2 sur l'arrière. Ça fonctionne, West voit son impact diminuer et la série arrive à 3 victoires partout. Match 7, le suspense est à nouveau à son comble. Et comme à chaque fois, jusque-là ou presque, quand je vous parle d'un match 7, la fin de match est ultra serrée. Bill Russell n'a plus le même apport sur le terrain, mais tactiquement, il domine son vis-à-vis au coaching Butch Van Bredakolff. Faut dire que le mec a fait une grave erreur. Alors que Wilt Chamberlain le supplie de revenir sur le terrain pour les 5 dernières minutes, malgré ses 5 fautes et une douleur au genou, l'entraîneur californien l'ignore. Pourtant, le pivot avec 18 points à 7 sur 8 au tir et 27 rebonds avait été d'une efficacité redoutable dans ce Game 7. Et d'un autre côté, sans Wilt et avec un Jerry West on fire, les Lakers venaient de remonter un écart de 11 points dans le 4ème quart. Butch Van Bredakolff a alors osé sortir au Big Dipper que l'équipe jouait mieux sans lui. Faut oser quand même. Bref, résultat, Don Nelson finit par rentrer un shoot alléluia qui rebondit sur le cercle à la Kawhi Leonard pour permettre aux Celtics de finalement s'imposer 108 à 106. Ah ouais, les fans des Lakers peuvent avoir des regrets sur le fait que Wilt soit resté sur le banc. Ça c'est clair et ce n'est pas l'attribution du trophée de MVP des finales à Jerry West malgré la défaite qui changera les choses. Peu importe, Bill Russell en cette période a pu remporter son 11e titre en tant que joueur mais aussi son 2e en tant que coach. Après 1967 et la défaite face aux Sixers, personne ne pensait que les Celtics pourraient à nouveau gagner sans Red Auerbach. Pourtant, ils l'ont fait et à 2 reprises. Bilou prit ensuite sa retraite, et même si les fans des Six se montrèrent frustrés de ce départ impromptu, les 3 années de coach-joueur menées par Bill Russell furent légendaires. Elles apparaissent donc assez logiquement à la 4ème place de mon classement du jour. Pour commencer avec le podium et la place numéro 3, je veux évoquer une période que j'ai appelée la rédemption. À partir de 1970, après le départ de Bill Russell et malgré la présence d'un John Havlicek excellent, les
les Celtics n'arrivent plus à gagner. 2 années de suite, la Maison Verte n'accède pas aux playoffs et le public déserte le Garden. Les critiques sur les Celtics fusent et la mémoire de certains semble courte. Pourtant, le petit jeune Dave Cowens monte en puissance et est même élu MVP en 1973. Havlicek, de son côté, et malgré une trentaine bien dépassée, continue à performer. En parallèle, Jojo White, drafté en 1969, s'affiche comme le complément idéal au duo, mais malheureusement tout ça ne suffit pas. En 1972 et en 1973, les Six réussissent tout de même à accéder aux finales de conférence, mais à chaque fois ils se font sortir par les Knicks. Même avec un Tom Heinsohn brillant au coaching, la période dorée semble désormais bel et bien appartenir au passé. À l'orée de la saison 1973-1974, John Havlicek souffle ses 33 bougies et son temps semble épuisé. Et pourtant, est-ce dû à un sursaut d'ego lié aux critiques des fans? Est-ce dû à un Dave Cowens prêt à passer au niveau supérieur après son trophée de MVP? Il y a sûrement un peu de tout ça et cette campagne fut légendaire. Après avoir obtenu le meilleur bilan de la conférence Est, les Celtics se retrouvent en finale face aux Bucks de Karim Abdul-Jabbar qui, eux, avaient obtenu le meilleur bilan à l'Ouest. Et là, dans une finale ultra défensive et malgré un Jabbar de gala, c'est finalement la Maison Verte qui s'offre la bague en 7 matchs. 7 matchs encore, impressionnant, ça s'est encore joué dans les dernières secondes. Pas vraiment, l'ultime rencontre s'est terminée sur un écart de 15 unités grâce à un Dave Cowens à 28 points et 14 rebonds. Mais peu importe cette perf, ce fut bel et bien John Havlicek qui fut élu MVP des finales à 33 ans grâce à des stats proches de 27-8-5. Ok, j'avoue c'est lourd, mais je comprends pas pourquoi tu classes ça plus haut que certains trucs que t'as évoqués précédemment. Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas fini sur cette période. Bon, l'année suivante, Boston échoue à nouveau au stade des finales de conférence, cette fois-ci face aux Bullets. Mais en 1976, à eux les finales NBA à nouveau. L'équipe est vieillissante, c'est clair, mais ce n'est pas grave, les joueurs ont un mental d'acier. Ils le prouveront d'ailleurs lors du match 5 de cette série ultime remportée face aux Suns. Cette rencontre qui aujourd'hui encore demeure probablement comme la plus folle de toute l'histoire de la Grande Ligue. Rappelons le contexte. Chaque équipe s'est imposée à domicile jusque-là, il y a donc 2-2 et le match 5 s'annonce bouillant. Tout le monde sait que l'équipe qui remportera cette rencontre s'octroiera un avantage décisif pour la quête du titre. Du coup, place au match. Dès le début, les Celtics prennent l'ascendant et cette rencontre finalement s'apparente plus à une promenade de santé qu'un duel au sommet. Pourtant, sous l'impulsion d'un Paul Westphal sur une autre planète, les Suns réussissent à remonter un déficit de 22 points et même à passer devant d'un petit point dans la dernière minute. Derrière, à moins de 20 secondes de la fin, John Havlicek obtient 2 lancers francs qui peuvent lui donner l'occasion de mettre un terme définitif à cette histoire. Mais malheur, il se trouve et rate le deuxième. Les Verts prennent le rebond offensif, il redonne la balle à Hondo qui retente sa chance mais il se rate à nouveau, prolongation. À partir de là, ce Game 5 c'est devenu le Bronx. Dans l'overtime, les deux équipes n'arrivent clairement pas à se séparer. À chaque fois que Boston fait un break, Phoenix revient au score. Une deuxième prolongation est alors annoncée. Mais là, ouf, à la toute fin de cette deuxième période de temps supplémentaire, Havlicek rentre un shoot avec la planche qui donne l'avantage aux siens 110-109. La sirène retentit et les fans envahissent le terrain pour fêter le titre. Sauf que les arbitres décident de gâcher la fête, ils sifflent de toute leur force pour annoncer qu'il reste encore une seconde à jouer. Autant vous dire que le truc part carrément en sucette. À ce moment-là, truc incroyable, Richie Powers, arbitre de la rencontre, se met à se battre avec un fan. Tout le monde intervient pour les séparer et Paul Westphal demande alors un temps mort alors que les Suns n'en ont plus. Mais what? Pourquoi il a fait ça? Eh bien, dis-toi que cette décision releva carrément du génie. Déjà, ça a calmé tout le monde, mais ensuite, logiquement, vu que Phoenix n'avait plus de temps mort, une faute technique leur a été sifflée. Là, même si Jojo White mit son lancer pour donner 2 points d'avance aux siens, les Suns purent obtenir la balle au milieu de terrain et c'est exactement ce que Westphal voulait. Du coup, grâce à l'intervention de la police qui permit à Curtis Perry de remettre la gonfle en jeu, Gar Heard fut servi. Il donna tout pour mettre son shoot et la balle traversa le filet. 3e prolongation. Non mais c'est incroyable, ça s'est fini comment? Heureusement pour la vie de l'arbitre, les Celtics finirent par faire la différence dans la 3e overtime pour s'imposer. Et même si les Suns pourront regretter une grosse erreur d'arbitrage sur Paul Silas à la toute fin de la première prolongue, Boston alla finalement s'imposer à Phoenix pour le match 6 afin de remporter un 2e titre en 3 ans. Cette période de rédemption consécutive au départ de Bill Russell fut donc légendaire elle aussi. Et c'est évidemment en grande partie grâce à ce greatest game ever qu'elle obtient la 3e place de mon top du jour. Pour la 2e place de mon classement, je vais parler d'un autre Big Tree. On a déjà parlé de celui qui était composé de Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen, mais aussi celui qui était composé de John Havlicek, Dave Cowens et Jojo White. Mais là, on va parler de celui qui m'a semblé être le plus légendaire de toute l'histoire de la Maison Verte, celui que j'ai surnommé le Big Tree. L'élaboration de ce trio a commencé en 1978 lorsque Boston élabora à nouveau un coup très osé. Alors que Larry Bird avait prévu de rester à la fac et de ne pas se déclarer pour la draft, Red Auerbach, toujours GM des Celts, décida quand même de le sélectionner avec son choix 6 afin de le signer un an plus tard. Un tel move serait impossible aujourd'hui. C'était un énorme pari, et vous imaginez que si j'ai le maillot de Larry Legend derrière moi, c'est qu'il fut réussi. Ensuite, place à la draft 1981, draft durant laquelle Auerbach réalisa un nouveau coup de génie.
Les Celtics décident d'envoyer un pack comprenant leur first pick et leur 13e pick, qui se transformèrent ensuite en Joe Barry Carroll et en Ricky Brown pour récupérer, écoutez bien, Robert Parrish et un 3e pick qui se transforma ensuite en Kevin McHale, rien que ça. Et devinez quoi, dès la saison qui a suivi cette draft, les Celtics remportèrent le titre face aux Rockets, le premier depuis 1976. Pendant cette période, on ne va pas tout détailler, ce serait trop long, mais notez que les Celtics sont allés 5 fois en finale et ont remporté 3 trophées. Il y a eu celui de 1981 qu'on vient d'évoquer, mais aussi celui de 1984 et celui de 1986. C'est pendant cette période que la rivalité entre Larry Bird et Magic Johnson a pris une dimension énorme. Retenons quand même que dans l'histoire, à chaque fois que les deux légendes se sont affrontées en finale, tout le temps ou presque, c'est le meneur californien qui est reparti avec le titre. Ce fut le cas lors des finales 1985, lors des finales 1987 et même lors de la finale universitaire en 1979. Voilà pourquoi la bague glanée en 1984 face aux Lakers doit avoir une saveur toute particulière pour Larry Bird. Car ouais, parmi les 3 titres qu'il aura remportés dans sa carrière, ce sera le seul face à son rival de toujours. Tu me racontes un peu? Yes, et sache que ça avait sacrément mal commencé. Dès le match 2, les Lakers s'imposent au Garden avant d'assurer à domicile et de mener par 2 matchs à 1. Mais Bird et ses hommes ne lâchent rien et finissent par s'en sortir. Et puis retenons que sur ces finales, Larry Legend aura tout dominé de la tête et des épaules. Le mec était surmotivé et c'est ainsi qu'il permit aux siens de s'imposer en 7 matchs avec des stats à plus de 27 points et 14 rebonds de moyenne, plus un trophée de MVP des finales. Ok, 3 titres dont un légendaire face à Magic en 1984, je comprends que ce moment soit si haut classé. Ouais, franchement c'était ouf, et pour terminer avec cette période, j'aimerais livrer une petite anecdote concernant la puissance de feu que détenait ce Big Three. En mars 1985, Kevin McHale, avec 56 points marqués, battu le record all-time au scoring de la franchise du Massachusetts. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est juste énorme de détenir un tel accomplissement dans une équipe autant chargée d'histoire. Et bien dites-vous bien qu'il ne l'a pas gardé longtemps ce record. À peine 9 jours après, Larry Bird faisait mieux avec 60 unités face aux Hawks. Cette marque n'a toujours pas été battue depuis au sein de la Maison Verte. Ce Big Three était d'un level incroyable. Il aurait pu d'ailleurs probablement durer bien plus longtemps sans les soucis physiques de Larry Bird ou la tragédie Len Bias en 1986. Mais ça c'est une autre histoire dont je parlerai probablement une autre fois. En attendant, tout cela suffit amplement pour offrir à ce trio la 2e place de mon classement du jour. Du coup en numéro 1, malgré tous ces moments légendaires que j'ai déjà abordés, vous allez voir qu'on peut faire encore mieux. Place maintenant à une période que j'ai déjà abordée en parlant de Bill Russell plus tôt, l'octuplé. Vous vous rappelez en place numéro 5, quand en 1957 je parlais du premier titre remporté dans l'histoire des Celtics lors de la saison rookie de Bill Russell. Malheureusement, il n'y eut pas de doublé car l'année suivante, Boston échoua face aux Hawks. Vous vous rappelez également quand en place numéro 4, je parlais des 2 titres remportés par Bill Russell en tant que coach-joueur en 1968 et en 1969. Là, si vous avez bien écouté, vous vous rappellerez que l'année d'avant, en 1967, les Seas avaient échoué face aux Sixers. Ok, je sens qu'il s'est passé un truc de ouf pendant les 8 années qui séparent ces 2 périodes. Oh que oui, à ton avis, pourquoi je parle d'octuplé? Tout simplement parce que Boston, en cette période, a remporté 8 titres en 8 saisons. Cette série toujours inégalée me semble juste inégalable. Depuis ce jour, aucune équipe en NBA n'a fait mieux qu'un sweep-it, soit 3 titres consécutifs. Faire un triplé est déjà légendaire, alors un octuplé, vous imaginez comment c'est dingue? Ok, donc là tu vas détailler chacun de ces 8 titres en fait? Non, y a pas besoin et j'en aurai pour des heures. Je vais juste aborder 3 moments phares qui pour moi ont inscrit cet octuplé définitivement dans la légende. Parlons pour commencer du titre de 1962 remporté après l'une des campagnes de playoffs les plus belles de l'histoire selon moi. Bien sûr, la finale remportée en 7 matchs face aux Lakers fut incroyable. Mais moi je me rappellerai surtout de la finale de conférence face aux Philadelphia Warriors qui fut le terrain de l'un des duels les plus épiques de toute l'histoire du basket. Wilt Chamberlain, qui est peut-être le meilleur attaquant de tous les temps, face à Bill Russell qui lui est probablement le meilleur défenseur all-time. Chaque possession de chaque rencontre fut incroyable, c'était irrespirable et une nouvelle fois tout se joua dans les dernières secondes du match 7. Ce jour-là, Wilt et Bilou captèrent 22 rebonds chacun, déjà c'est énorme. Et malgré un Big Dipper qui tournera à 34 points et 27 rebonds de moyenne sur la série, ce fut finalement les Seas qui accédèrent au final grâce à un match ultime ne se décidant que par 2 points d'écart. Je sais pas si vous imaginez, cette série était juste légendaire. Exactly. Vient maintenant le titre de 1963 remporté face aux Lakers par 4 matchs à 2. Plus que la manière, c'est le symbole que je retiendrai. Cette année-là, les Celtics gagnèrent le 6e titre de leur histoire et ça leur permit de passer devant les Lakers qui au total étaient à 5. Et bien sachez qu'aujourd'hui, Boston détient 17 victoires en championnat contre 16 pour les Californiens. Depuis ce 24 avril 1963, jamais les Angelinos sont revenus à la hauteur des Celts, même si parfois ils sont passés très près. Alors croyez-moi, si LeBron et les siens remportent le titre dans quelques mois, le symbole sera incroyable, car il
marquera la fin d'une domination vieille de 57 ans. Ouais, c'est sûr ça, mais ne mets pas la charrue avant les bœufs, nous n'en sommes pas là, parle-nous de ton troisième moment plutôt. Celui-ci date de 1965. Pour ça, rendons-nous lors des finales de conférence qui opposent Bill Russell à Wilt Chamberlain, qui ne porte plus le maillot des Philadelphia Warriors, mais celui des Philadelphia 76ers. Retenez que dans les dernières secondes du match 7, un jeune Havlicek de 24 ans réalisa l'une des interceptions les plus importantes de l'histoire. Sans elle, les Sixers auraient probablement atteint les finales NBA et l'octuplé n'aurait été qu'un sextuplé. Je ne détaille pas plus cette action car je l'aborde de long en large dans ma vidéo sortie récemment sur les meilleurs 6e hommes de l'histoire. Donc si vous voulez plus de précision, cliquez là-haut, je vous ai mis le lien. En tout cas, ces 8 titres de suite ponctués par des moments plus qu'épiques font que pour moi, cette période s'étalant de 1958 à 1966 représente le plus beau moment de l'histoire de la franchise la plus titrée all-time. Voilà pour ce qui est des 6 meilleurs moments de l'histoire des Boston Celtics, voilà pour ce qui est du premier épisode de ma toute nouvelle série. Ça vous a plu? Dites-le moi en commentaire. Moi perso, j'espère que oui, parce que des épisodes comme ça, il y en a 29 à venir. D'ailleurs, pour tout ça, je tiens à remercier grandement un abonné fan de Gary Payton qui tient à rester anonyme. C'est lui qui m'a soufflé l'idée de cette série, et franchement, nos discussions m'ont bien aidé à ne dégager que 6 moments pour une franchise avec un passé aussi chargé que celui des Celtics. Du coup là, pour Boston, on a fait une spéciale titre. Je vous le dis tout de suite, ce ne sera clairement pas la même pour toutes les franchises. Mais au final, je suis content, ce découpage en 6 moments, en 6 périodes, m'a permis de parler des 17 bagues remportées par la franchise du Massachusetts. Franchement, c'est plutôt cool car ça m'aurait clairement frustré de ne pas aborder tout ça. Bref, vous l'avez compris, il nous reste encore 29 mercredis à passer ensemble pour cette série et je suis hypé comme jamais. Please, dites-moi que vous aussi. Bon, je ne vous garantis pas non plus de réussir à tenir le rythme de 2 vidéos par semaine, mais sachez qu'à chaque fois que j'aurai le temps de le faire, il y en aura une des deux qui sera dédiée à ce sujet. Puis en vrai, j'ai beaucoup trop hâte d'avancer là-dessus. Donc du coup, pour ne pas manquer tout ça, mais aussi pour ne pas louper une vidéo toute particulière qui me tient vraiment à cœur, qui devrait sortir samedi, la seule solution c'est de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensuite, je vous le répète, pour avoir un vrai complément à cette playlist et découvrir les 12 joueurs all-time que j'ai gardés pour cette franchise des Celtics, c'est sur Instagram que je vous donne rendez-vous. Donc go me suivre là-bas, car même si ça fait 2 semaines que la franchise du Massachusetts s'est passée, j'ai tout enregistré dans mes stories à la une. Vous pourrez donc voir tous mes choix. Après, vous le savez, pour garder un lien avec l'actu, participer à des quiz ou débattre avec la commune passionnée, c'est sur Basket Info et Discord que ça se passe. Il y a les logos là-haut, mais je vous mettrai bien sûr les liens de tout ça dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, mettez-moi un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Croyez-moi, en ce moment j'en ai réellement besoin et vous comprendrez ça bien mieux avec la vidéo de samedi matin. Je peux compter sur vous du coup pour être au rendez-vous? J'espère bien. À très vite.